Julie, bonjour à tous, bonjour David, merci de m'avoir invité. Donc, c'est un topo un peu informel quand même, dont mon équipe collabore beaucoup et en particulier, je travaille avec Monica Gilbovicius depuis 23 ans maintenant et nous avons recruté il y a une dizaine d'années Anna Setovic et donc on a une équipe de recherche en neuroimagerie à Necker qui est un laboratoire associé d'Imagine. Et parallèlement, donc, je suis radiopédiatre et plus précisément neuroradiologue pédiatre. Donc, ce n'est pas à vous que je vais faire la définition de l'autisme, évidemment, mais en fait, voilà le plan de mon cours où on va d'abord parler des mécanismes cérébraux. En tout cas, on essaye de savoir ce qu'il passe dans le cerveau des sujets présentant un autisme. Avec différentes méthodes d'imagerie, comme vous allez le voir. Ensuite, on a utilisé l'eye tracking pour mettre un peu nos résultats d'imagerie en corrélation. Ensuite, je vais vous parler de la TMS, en fait, qui va nous occuper un petit morceau de, j'espère, l'année 2022. Et puis, on va revenir un peu plus basiquement, on va dire, aux anomalies radiologiques qu'on retrouve donc dans le cerveau des sujets autistes, à la fois des sujets autistes où on n'a pas trouvé d'anomalies génétiques, et je vous ai mis des syndromes génétiques aussi, avec à la suite de ça, un peu de cas cliniques avec des sujets autistes avec épilepsie ou pas, et des enfants qui ont des anomalies neurologiques. Alors, on va débuter par la première approche, c'est-à-dire que se passe-t-il dans le cerveau des sujets autistes. On a donc utilisé l'imagerie multimodale. On a commencé par la tomographie par émission de positons pour mesurer le débit sanguin cérébral. On a continué par l'IRM anatomique et aussi l'IRM statistique, la tractographie, l'IRM fonctionnel. En particulier, je vous montrerai des études sur la voix humaine. On utilise actuellement le débit sanguin cérébral, donc c'est un peu un analogue au PET, mais seulement c'est une séquence de 4 minutes en IRM sans injection de produit de contraste qui mesure le débit sanguin cérébral au repos. Ça, c'est une méthode formidable qui s'appelle l'ASL pour Arterial Skin Labeling. Et ensuite, donc, on va parler de la TMS. Donc, il y a à peu près maintenant 21 ans, avec Monica Gilbovicius, on a mesuré le débit sanguin cérébral en tout point du cerveau d'enfants autistes versus d'enfants non autistes, matchés pour l'âge et le retard mental. Et nous avions retrouvé une hypoperfusion bitemporale chez les enfants autistes, très significative ici en vert, donc au niveau de ce sillon temporal supérieur. Et on avait cherché en fait 100 régions a priori, bien sûr, sur les 300 000 voxels du cerveau. On avait donc mesuré le groupe des enfants autistes. Il y avait à peu près 32 enfants versus une vingtaine d'enfants non autistes avec retard. Et donc, on avait retrouvé donc, cette hypoperfusion bitemporale chez les enfants autistes très significative. Voilà. Bon, en médecine, c'est souvent comme ça. La même année, le même mois est sortie une étude japonaise qui a été faite en SPECT, donc au Technetium 99, où l'équipe japonaise a montré les mêmes résultats, à savoir une hypoperfusion temporale, donc dans un autre groupe évidemment d'enfants autistes, donc de façon bitemporale très significative en SPECT. Donc on avait ces résultats où on se disait peut-être le lobe temporal chez les enfants autistes, c'est peut-être un point de départ. Donc, on s'est quand même dit, bon, on a trouvé ces résultats en groupe. Maintenant, en individuel, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, on a passé un enfant autiste versus un groupe d'enfants non autistes et on a retrouvé quand même chez 80% des cas un hypodébit chez l'enfant autiste versus les enfants témoins. Donc, il y avait quand même cette, entre guillemets, signature dans le cerveau dans 80% des cas. Après, on a utilisé l'intelligence artificielle où on a injecté à la machine donc tous les PET à l'eau marquée à l'oxygène 15 des enfants autistes et des enfants avec retard. Et finalement, la machine fait une détection individuelle de 88% dans le lobe temporal chez les enfants autistes. Donc, bon, on a trouvé cette hypoperfusion, on a voulu savoir si elle était corrélée à la sévérité de l'autisme. Donc, en fait, on a fait des scores de corrélation donc avec l'ADI et on a vu que plus les enfants avaient un score élevé d'autisme, moins le débit sanguin cérébral était haut dans cette région. Autrement dit, c'est complètement corrélé avec
sévérité de l'autisme. Donc, plus les enfants autistes sont sévères et plus on a une hypoperfusion temporale, en particulier à gauche. Et à droite aussi, ça existe. Donc, pour résumer, on a cette hypoperfusion en tête. Et là, maintenant, comme on a donc cette nouvelle méthode d'IRM de perfusion sans injection, qui mesure le débit sanguin cérébral de façon quantitative, on est en train de voir que cette méthode va probablement à un moment donné remplacer la tomographie par émission de positons, on espère en tout cas, parce que c'est bien plus facile d'accès pour tout le monde, c'est non irradiant et comme les enfants normalement autistes ont quand même une IRM dans leur vie, on peut rajouter cette séquence qui est en routine clinique dans notre service. Alors, on a mesuré aussi les régions en imagerie anatomique simple, c'est-à-dire qu'on a, grâce à l'intelligence artificielle, extrait sur une IRM en T1, on a extrait la substance grise et on a extrait la substance blanche et on a comparé les enfants autistes, cette fois-ci, à des enfants normaux sans retard et on a retrouvé une diminution de la substance grise dans les deux lobes temporaux des enfants avec autisme. C'était un autre groupe d'enfants autistes. Donc ça, c'était l'imagerie anatomique statistique en T1. Alors après, avec la tractographie, qui s'est quand même beaucoup développée ces dernières années, on a, donc c'est des séquences de tractographie avec 40 directions qui durent 5 minutes à peu près, et on a retrouvé une diminution de la connexion anatomique chez les enfants avec autisme au niveau des régions temporales. Donc, en fait, on a toujours ce lobe temporal qui est vraiment soit en hypoperfusion, soit diminué en substance grise, soit une désorganisation en tractographie. Donc, en fait, à quoi il sert ce lobe temporal, ce sillon temporal supérieur dans le cerveau normal? Donc, en fait, ce sillon temporal supérieur, là, il est maintenant acquis grâce à beaucoup d'études dans le monde que le sillon temporal supérieur est le lieu de la cognition sociale, c'est-à-dire il est impliqué dans le traitement de l'information sociale, à la fois la perception sociale visuelle pour la perception des mouvements biologiques, c'est-à-dire quand vous me voyez, vous regardez mes yeux, quand vous voyez mes mains bouger, vous activez votre sillon temporal supérieur. Il est aussi la localisation de la perception de la voix humaine. On va voir notre étude sur la voix humaine en particulier. Donc, c'est le cerveau social. Vous voyez, il y a eu pas mal d'études sur les mouvements biologiques. Donc là, c'est un monsieur qui marche versus des mouvements non biologiques où les petits points s'animent, mais de façon aléatoire. Et quand on regarde les deux petits points en mouvement, si on aperçoit un mouvement biologique, on active son sillon temporal supérieur. Pareil, si ici vous voyez une voiture, vous activez une certaine région, mais par contre, si vous voyez des yeux, vous activez votre sillon temporal supérieur. Et il y a vraiment une activation spécifique, je vais mettre ça là, s'il y a une perception des yeux en IRM fonctionnel. De la même façon, je vous laisse regarder le petit film des petits carrés. Et le petit film de l'autre côté. En fait, on va s'arrêter. Là, il ne se passe rien, ça tourne. Et là, il y a une petite histoire où les deux petits triangles se discutent, ils partent et reviennent. Et en fait, on a montré que chez les sujets contrôle, il y avait une activation du lobe frontal, c'est sûr, mais aussi beaucoup du sillon temporal supérieur ici et du pôle temporal, alors que chez les sujets autistes, on a une activation frontale, mais on n'a pas d'activation du sillon temporal supérieur. Ensuite, on a fait des études en imagerie fonctionnelle de la voix humaine. Pascal Belin, qui était dans notre laboratoire à l'époque, a mis en place des paradigmes que je vais vous faire écouter sur la voix humaine. Et on a écouté des sons vocaux versus des sons non vocaux. Et en fait, chez les sujets sains, il y a une activation de l'air de la voix très particulière. Quand on écoute, j'essaye de passer la diapo d'après, mais ça ne veut pas. Et voilà, et donc les sons vocaux.
C'est mon robot. Ah, et les sons vocaux. Ja en tietää nyt mitä muuta haluan sanoa. Donc, quand on écoute ces sons non vocaux versus ces sons vocaux, chez les sujets donc normaux, contrôle, il y a une activation de l'air de la voix. Et chez les sujets autistes, en fait, il n'y a pas d'activation spécifique. Ce n'est pas qu'ils n'entendent pas, évidemment, tout le monde entend très bien, sauf qu'en fait, il n'y a pas d'activation spécifique de la voix humaine quand on a fait cette étude en IRM fonctionnel. Bon, après, je ne vais pas vous montrer toutes les études de la littérature, mais après, il y a des méta-analyses qui montrent qu'il y a des anomalies d'activation au niveau du lobe temporal, du sillon temporal supérieur lors de tâches sociales, donc perception des mouvements biologiques, de la voix humaine, etc. Il faut appuyer plusieurs fois pour que ça passe. Voilà. Donc là, en fait, soit on s'arrête un peu et on peut discuter, soit je continue et on pose des questions comme vous voulez. On passe au deuxième temps qui est l'eye tracking. Donc l'eye tracking, cette méthode que vous devez connaître mieux que moi, donc, va nous permettre de mesurer les anomalies du regard qui sont quand même au cœur de la symptomatologie de l'autisme. Donc, on l'a dans le service de façon très simple. On fait asseoir les petits enfants de n'importe quel âge, à partir de 4-5 mois. Il suffit qu'ils s'asseyent et donc on a le petit eye tracker au-dessus de l'ordinateur et on leur fait passer des films. Et donc, voilà, vous connaissez l'eye tracking. Et donc, on va mesurer en fait où le sujet regarde dans l'écran. Est-ce qu'il regarde les yeux, la bouche? Est-ce qu'il regarde ailleurs? Et en fait, les études en eye tracking ont démarré il y a longtemps, maintenant il y a presque 20 ans, avec Annie Klein qui avait fait regarder, donc ça c'est des sujets normaux, typiques, qui pendant qu'ils regardent le film de Qui a tué Virginia Woolf, les spectateurs regardent les yeux des sujets. Alors que les sujets avec autisme, il avait publié à Klein qu'en fait, il regardait vraiment pas du tout les yeux des acteurs. Et donc, évidemment, la compréhension est un petit peu plus difficile quand on ne regarde pas le visage. Je vais y arriver. Oui, ça c'est pour montrer quand ça monte. Voilà. Et donc, on a voulu utiliser l'eye tracking en se disant peut-être qu'on va avoir un marqueur et qu'on va pouvoir mettre nos anomalies en imagerie en corrélation avec leur cotation de perception du regard. Et donc, en fait, on a fait passer des films chez les sujets autistes et chez les sujets non autistes. Donc ça, c'est des sujets typiques. Et on leur a fait passer ce petit Nicolas. Ah, ça ne marche pas. Bon, bah, salut. Le bleu. Au revoir, Marie-Edwige. J'ai passé un très bon après-midi avec toi. Je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Donc ça, c'est vraiment l'eye tracking chez le sujet typique. Ils regardent les petits-enfants discuter. Là, on est chez un sujet avec un trouble du spectre autistique. Peut-être. Ça ne veut pas. Bon, bah, salut. Au revoir, Marie-Edwige. J'ai passé un très bon après-midi avec toi. Je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Et donc, vous avez vu, c'est assez flagrant quand même. Donc, on a mesuré le nombre de fois où les sujets contrôle regardaient dans les yeux et les sujets autistes. Vous voyez quand même que la différence est importante et on s'est rendu compte aussi que moins les enfants autistes regardaient dans les yeux, plus ils avaient un score de sévérité avec l'ADI qui était élevé. Donc, on s'est dit, l'eye tracking, c'est pour nous intéressant parce que ça nous mesure quelque chose un peu concret quand même. Bon, on s'est rendu compte aussi que l'eye tracking, même chez les sujets typiques, il y a une large variabilité interindividuelle, c'est-à-dire que là, on a vraiment des sujets sains qui sont venus exprès pour regarder notre étude, et on remarque que quand même, il y a une courbe de Gauss, comme on peut. Évidemment, la majorité regarde dans les yeux, beaucoup regardent beaucoup dans les yeux, mais enfin, il y a un certain nombre qui
ont des fixations un peu moins typiques. Voilà. Et donc, du coup, on a essayé de savoir s'il y avait des corrélations positives entre le nombre de fixations dans les yeux et le débit sanguin cérébral dans le lobe temporal. Et ça, c'est donc notre équipe, Anna Setovic, qui a publié ce papier. J'espère que ça va passer. Voilà. Et on a montré, en fait, ici, en ASL, donc le débit sanguin cérébral mesuré avec notre séquence de perfusion cérébrale sans injection qui dure 4 minutes. On a une hypoperfusion dans le lobe temporal. Et en fait, plus la perfusion est élevée et plus les sujets sains regardent dans les yeux. Donc, c'est vraiment le siège de la cognition sociale, ce sillon temporal supérieur. Et maintenant, on peut le mesurer avec tous ces paramètres. Chez les sujets autistes, on est en train de faire la même chose et on a la même corrélation, c'est-à-dire que moins les enfants avec autisme regardent dans les yeux, moins la perfusion est élevée dans le lobe temporal. Donc, c'est pareil, plus ils regardent dans les yeux et plus la perfusion est élevée dans le lobe temporal. Sauf qu'on part de beaucoup plus bas. Voilà. Et donc là, on a maintenant, donc là, on passe de la perfusion à la tractographie et en DTI, en tractographie, les enfants sains, cette fois-ci, qui regardent le plus dans les yeux, ont plus de fibres qui connectent les régions temporales et frontales ici au niveau du faisceau arqué. C'est chez les enfants typiques, ce truc est très énervant. Alors, 3 petits points, je crois. Je ne sais plus c'est quoi. Masquer le volet vidéo. En fait, j'arrive pas à lire. Bon, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Et donc, en fait, chez les sujets avec autisme, là, on est vraiment avec des sujets autistes, on a en tractographie une diminution de la fraction d'anisotropie, pareil au niveau de ce faisceau arqué dans le carrefour temporal qui rejoint en fait le lobe frontal. C'est au niveau du carrefour ici pariétal, où vraiment on a une diminution de la fraction d'anisotropie toujours à ce même endroit. Et on a fait des différences entre les troubles autistiques en tractographie et les sujets avec développement typique, et on a vraiment des grosses différences d'organisation des fibres à ce niveau. Donc maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est-à-dire, bon, maintenant qu'on a vu que le lobe temporal, c'était quand même une cible probablement dans l'autisme, on s'est dit, on va essayer de s'inspirer de ce que font les adultes dans la schizophrénie, dans la dépression, et on va essayer de voir si on ne peut pas, nous aussi, utiliser la stimulation transmagnétique. Donc, on a voulu moduler l'activité dans un premier temps du sillon temporal supérieur par la stimulation transmagnétique pour modifier le pattern du regard. Donc, on est venu ici sur la plateforme de la Salpêtrière. On a fait passer l'eye tracking avant et après stimulation transmagnétique chez des sujets sains et chez des sujets autistes. Donc, en fait, vous connaissez tous la stimulation transmagnétique avec cette bobine métallique, avec c'est vraiment des professionnels ici, donc nous, ce n'est pas notre métier, on les a laissés faire. Mais en tout cas, ce courant génère un champ magnétique qui va intervenir sur l'activité des neurones dans la région ciblée. Donc, bien évidemment, je ne vous étonnerai pas, on a décidé chez les sujets avec troubles du spectre autistique d'avoir un effet inhibiteur au niveau du sillon temporal supérieur, et les sujets, chez les sujets sans autisme, sains, d'avoir un effet, enfin c'est le contraire, d'avoir un effet inhibiteur chez les sujets sains et d'avoir un effet excitateur chez les sujets avec autisme dans le sillon temporal supérieur. Donc, on a localisé avant chaque procédure de stimulation transmagnétique le sillon temporal supérieur, postérieur, droit de chaque patient et témoin. Et oui, si vous voulez voir. Bon, ça ne dure pas très longtemps, on peut faire passer l'eye tracking avant et après, il suffit que les sujets ne bougent pas. Donc, la première étude, ça a été fait chez le sujet sain, où on a décidé donc de regarder le sillon temporal supérieur sur l'IRM, de localiser la cible, de faire un eye tracking juste avant,
et de faire un fantôme, pas encore de bobine excitatrice, inhibitrice, on va y arriver, et de faire passer l'eye tracking à tout de suite après, 6 minutes après, 12 minutes après, de faire ici l'inhibition chez le sujet sain vraiment. Donc là, c'était vraiment pour avoir le contrôle, puis ça, personne. Enfin, c'est quand même courant dans la littérature qu'on nous dise oui, mais il sait qu'on va inhiber ou activer, donc il fallait faire un contrôle. Et donc, on a fait passer pareil l'eye tracking juste après, 6 minutes après et 12 minutes après. Et ça a été quand même très joli, les résultats obtenus qu'on a publiés en 2016, où avant stimulation. Bon, bah, salut. Au revoir, Marie-Edwige. J'ai passé un très bon après-midi avec toi. Je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Donc ça, c'était avant la TMS. Et on a après la TMS. Bon, bah, salut. Au revoir, Marie-Edwige. J'ai passé un très bon après-midi avec toi. Je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Donc, ça diminue. Bien sûr, ça ne diminue pas pour très longtemps. C'est le même film qu'on leur passe. Oui. C'est le même film qu'on leur passe. Non, non. Pour le coup, on a fait des études et en fait, il n'y a pas d'habituation. Bon, bah, salut. Pas plus haut. Bon, bah, salut. Salut. Voilà, donc on a fait pareil donc avec les sujets présentant un autisme adulte. On les a stimulés au niveau du sillon temporal supérieur droit. On a fait la même chose. Par contre, là, les résultats sont moins sympas. Mais bon. Je dormais tranquillement et mon père est venu me réveiller. Il était tout habillé, pas rasé, rigolait. Il m'a dit que pendant la nuit, j'avais eu un petit frère. Et ça, c'est après stimulation. Alors, il y a chez des sujets chez qui ça marche très bien et d'autres chez qui ça ne marche pas bien. Je dormais tranquillement et mon père est venu me réveiller. Il était tout habillé, pas rasé, rigolait. Il m'a dit que pendant la nuit, j'avais eu un petit frère. Donc, en fait, ça aurait été trop beau. Ça marche du premier coup. Évidemment, ça ne marche pas comme ça du premier coup. On n'a pas tranquillement et mon père on n'a pas encore tout à fait bien compris pourquoi chez certains ça marche très bien et chez d'autres ça marche moins bien. Ce qu'on a subodoré, c'est qu'en fait, une stimulation, ça ne suffit pas. Donc, on va faire, et là, ça va commencer en janvier. Donc, on a eu toutes les autorisations et tout le reste, mais ça a mis quand même très longtemps. On va donc démarrer cette étude en TMS thérapeutique, où on va donc inclure des patients. On va leur faire donc l'IRM, l'eye tracking avant, évidemment, la stimulation du sillon temporal supérieur droit. Et on va faire ça cette fois-ci pendant 15 jours, c'est-à-dire du lundi au vendredi sur la première semaine, du lundi au vendredi et du lundi-mardi sur la deuxième semaine. Donc pendant 2 semaines, on a ces stimulations. Ensuite, on a une visite à 5 jours après, où on fait l'IRM et l'eye tracking, ensuite à 1 mois et ensuite à 3 mois. Et on va voir si, avec les scores cliniques, évidemment l'IRM et la perfusion cérébrale, il y a une tendance à l'augmentation du débit sanguin cérébral ou pas, ou si ça ne donne rien. Donc en fait, c'est en double aveugle. On a 10 patients stimulés et 10 patients placebo sujets autistes. Et les critères d'inclusion, évidemment, vous êtes les bienvenus si vous voulez participer. J'ai tout remis les critères d'inclusion où on a demandé des patients masculins, évidemment diagnostiqués avec troubles du spectre autistique, de 18 à 25 ans, qui évidemment peuvent rentrer dans l'IRM. C'est pareil, s'ils ne sont pas accessibles du tout, on ne va pas y arriver, ils vont bouger beaucoup. Il faut qu'ils soient affiliés à un régime de sécu et qu'il y ait un consentement. Alors, au départ, on avait mis plein de critères de non-inclusion, puis on s'est rendu compte que même que les patients autistes adultes étaient quand même souvent traités par des antidépresseurs. Du coup, on a fait un amendement de projet et donc on ne prend pas, entre guillemets, de médicaments sauf un antidépresseur. S'ils l'ont, on ne va pas leur faire arrêter. Voilà, donc les critères de non-inclusion, c'est pathologie somatique, neurologique, convulsion, ça vraiment avec la TMS, on n'a pas le droit du tout. Les neuroleptiques et benzo, on a décidé que ça nous allait beaucoup nous perturber en fait la perfusion cérébrale. Évidemment, toutes les contre-indications à l'IRM ou à la TMS. Voilà. Et donc, ça va commencer en janvier. On a une petite file d'attente, mais qui n'est pas énorme. Car il s'agit de jeunes majeurs, en fait. De jeunes majeurs, tout à fait. Pas d'enfants. Non, pas d'enfants. En fait, on s'est dit qu'on commençait par les jeunes adultes. Si ça marche, évidemment, on va étendre ça tout de suite. Mais déjà, avant d'avoir les autorisations, ce n'était pas si simple.
Voilà, donc là, on va passer à la deuxième grande partie du topo qui est plus, on va dire, médical, radiologique, avec le staff multidisciplinaire et ce qu'on peut trouver dans le cerveau. Donc, si vous voulez, on peut s'arrêter pour discuter ou on fait à la fin comme vous préférez. Bon, par rapport à la stratégie de recherche, j'avoue que je suis assez perplexe du choix des adultes. Parce que je suis de plus en plus convaincu, et parce que dans le Prader-Willi, il y a un exemple qui est assez clair, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de sites thérapeutiques qui sont probablement développementales. Ah, mais je suis d'accord, David, vraiment. Et du coup, si votre hypothèse, et en plus avec finalement toutes les études que vous avez faites, elle est assez solide, il y a un défaut finalement de développement des interconnexions, puisque sinon temporales et les temporales sont quand même extrêmement importantes dans les aspects associatifs du fonctionnement cérébral. Même si vous stimulez finalement des systèmes qui ne se sont pas suffisamment développés ou complexifiés, vous stimulerez entre guillemets un peu de vide. En fait, Enfin, je ne vais pas défendre en fait ce que je pense aussi. Hein. J'aurais préféré largement commencer chez l'enfant. Sauf qu'on ne nous donne pas les autorisations pour commencer chez l'enfant. Peut-être parce que les autorisations, vous les avez demandées il y a tellement longtemps. Enfin, il y a 3 ans. Il y a que 3 ans. Ah ouais. En fait, l'histoire, elle est... Moi aussi, hein, j'aurais préféré, vraiment. Par contre, quand on a fait l'eye tracking avec la stimulation one-shot et qu'on a vu que certains adultes, en fait, avaient quand même une récupération, on a eu des parents qui nous ont appelés pour nous dire « mais la soirée s'est extrêmement bien passée, on ne le reconnaissait pas ». Et comme sur l'IRM, il n'y a pas d'atrophie, il ne manque pas de neurones, on se dit qu'un boost, en fait, à ce niveau-là, peut-être, c'est pas qu'il va rétablir des connexions, effectivement, je pense que si on le faisait à 5 ans, ça serait très différent, mais on est bien obligé de passer les études médicamenteuses, c'est pareil, ils ne donnent pas l'autorisation facilement chez nous. Mais non, justement, dans le Prader-Willi, ils ont accepté, puisque là, il y a une phase 3 sur le bébé, le nourrisson, et finalement, enfin pour l'ocytocine, et finalement, l'ocytocine chez le plus âgé n'a pas du tout le même effet, même si ça pourrait avoir des effets bénéfiques aussi. Hein. Mais ils sont beaucoup plus subtils que chez le nourrisson. Je suis d'accord, mais ce n'est pas la stimulation transmagnétique. Chez le bébé, ils donnent des petits vapos d'ocytocine hein, et on les prend avant vraiment le premier mois de vie et on regarde en IRM avant et 3 mois après. Effectivement, cliniquement, il y en a certains qui s'améliorent et c'est évident que c'est une pathologie développementale. Et l'histoire, elle est que, bon, maintenant, on va commencer parce que là, on est vraiment tout proche du bout, donc on va commencer là, parce que là, c'est pas possible. Mais effectivement, si on voit qu'il y a un petit effet, on va démarrer tout de suite en écrivant un protocole chez l'enfant. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Depuis le début, on se dit c'est une pathologie développementale. Depuis le début, on se dit les connexions, il faut qu'elles se mettent en place tôt. Vous allez voir tout à l'heure des anomalies à l'IRM où en fait les enfants ont fait des régressions autistiques et on se dit quand on les opère trop tard ou même les déficits en créatine quand on les traite trop tard, ça ne marche pas. Le traitement parce que tout s'est mis en place avant. Donc moi, je suis très convaincue qu'il faut le faire avant. Sauf que bon, voilà, il n'y avait pas de TMS chez l'enfant. On a décidé de faire quand même en se disant, même si on a une petite preuve de concept, on aura plus facilement les autorisations après. Mais c'est sûr que oui, ta remarque est plus que judicieuse. C'est évident que ça se met en place tôt et plus on agit tôt et plus si ça pouvait marcher un peu, ça serait déjà bien qu'on puisse aller chez l'enfant rapidement. Donc, les anomalies anatomiques dans l'IRM. Concrètement, pardon, on regarde chez les adolescents suivis, qui est devenu adulte, il pourrait rentrer dans les critères. En fait. Ça, on peut, maintenant qu'on a une base de données, à peu près. Mais même si vous avez 5 patients, hein, parce que c'est compliqué, hein, des 18-25 ans, adultes, sous antidépresseurs seulement, c'est pas si simple que ça. Ah non, même sans antidépresseurs. Ah oui, même sans, ça nous arrive au mieux. Mais enfin, sans rien d'autre, on n'en trouve pas si simplement. Non, on prend tout le monde. On prend tout le monde, il faut juste qu'ils acceptent de rentrer dans l'IRM et de rester sages et de regarder le film. Mais sinon... D'autres questions? Donc là, on passe au volet plus médical, entre guillemets, avec des choses qu'on va voir plus facilement, on va dire. On a fait une étude rétrospective qui remonte maintenant à un petit moment. On a pris 143 sujets autistes, il y avait 30 filles.
donc tous avec un diagnostic d'autisme. L'âge moyen a été 7 ans. On a exclu tout ce qu'on a pu pour avoir le plus de sujets autistes, entre guillemets, typiques, sans anomalie génétique identifiée, sans épilepsie, sans symptômes neurologiques, parce que sinon, des fois, on a des anomalies visibles et on voulait vraiment un groupe d'enfants homogène. Et on a fait l'IRM anatomique. À l'époque, il n'y avait pas d'ASL de perfusion cérébrale, est arrivé en 2012 à Négrier et en France. Alors, on a retrouvé de façon un peu surprenante, on va dire 40% d'IRM anormal, 47% d'IRM strictement normal et 12% qui étaient bougés. Dans les IRM anormales, on a retrouvé 35 sur 143, donc un quart d'anomalie temporale, on va voir. Des anomalies de la substance blanche un peu non spécifiques. Des dilatations des espaces de Virchow-Robin qui étaient particulièrement dilatés parce que sinon on ne les décrit pas, c'est des variantes. Et puis on avait quand même 20% d'anomalies qui étaient associées entre elles. Bon, je n'ai pas noté les anomalies mineures parce que bon, voilà, une dilatation ventriculaire non spécifique, des kysts de fosse postérieure, des atrophies, une atrophie vermienne qui avait été décrite quand même par Courchel, des anomalies de signal des noyaux dentaires, enfin bref, tout ça, des hippocampes globuleux, on ne les a pas considérés comme anomalies. Par contre, donc, ce qu'on a trouvé et qu'on retrouve toujours avec maintenant des cohortes de validation, c'est cet hypersignal temporal polaire avec donc, le cortex qui est gris, la substance blanche qui est blanche et cette ligne au milieu blanche qui ne devrait pas exister à partir de l'âge de 4 ans. Là, je vous ai mis un lobe temporal normal. On compte, nous, toujours les branches dans le pôle temporal et le lobe temporal, où il doit y en avoir 5. Et vous voyez qu'entre le gris et le blanc, il n'y a pas cette double ligne blanche. Donc, on a appelé ça gliose, qui est un faux ami, faux terme, parce qu'évidemment, il n'y a pas de biopsie ni d'anapathe. Donc, ça donne un hypersignal, ici, sous-cortical. Dans le jargon, on a appelé gliose, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Il se passe sûrement quelque chose, ou il s'est passé quelque chose. Donc, pareil, ça, c'est d'autres enfants. Il y en a qui ont beaucoup plus d'hypersignal que d'autres. Celui-là, c'était très minime. Je pense qu'on ne le décrirait même plus maintenant. Celui-là, c'était franchement important. En flair, on a décrit des dédifférenciations temporales. Vous voyez le flair normal, où on voit le gris qui est gris, la substance blanche qui est bien noire. Il n'y a pas de ligne entre les deux et surtout, on arrive à distinguer le gris du blanc. Là, on n'arrive plus à rien distinguer du tout. Donc, on appelle ça une dédifférenciation temporale, comme un peu un blurring. Ça peut être uni ou bilatéral. Et ça, c'était quand même, on l'a vu dans un quart des cas. Ce qui est beaucoup quand même. Alors, des fois, on a vu des boules, des hypersignaux bouliformes, juste dans le lobe temporal. Et puis là, on passe aux hypersignaux non spécifiques de la substance blanche, où chez des enfants où on ne devrait rien trouver, on s'est dit que l'IRM est normal. Finalement, il y a des hypersignaux trop pathologiques de la substance blanche qui sont non spécifiques, mais qu'on pourrait retrouver dans des vascularites, dans des lupus, dans des conjonctivites, quelles qu'elles soient. Bon, on ne sait pas à quoi c'est dû. Là, maintenant, ils sont en train de faire un peu des exos, les généticiens là-dessus, pour se dire peut-être qu'il y a un sous-groupe avec ces anomalies. Puis, on a retrouvé aussi des dilatations des espaces de Virchow-Robin très importantes. Quand c'était petit, on ne les a pas décrits, mais quand c'était important, on les a quand même mis dans un sous-groupe. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'étiologie particulière. Un écart-s'écart, on a trouvé. Donc, enfin, bon, ce n'est pas typique de quelque chose, c'est quand même très non spécifique. La seule chose, c'est que c'était quand même une étude qui était importante pour nous montrer encore une fois que les anomalies du lobe temporal, elles existent dans, disons, un quart des cas et qu'il faut absolument couper les lobes temporaux en coronal parce que sinon, on ne voit pas cette anomalie. Les anciennes études, elles avaient été faites avec des coupes épaisses en axial. En fait, le lobe temporal, il faut vraiment le couper comme ça pour bien voir le pôle. Et ça nous a au moins apporté ça. Après, là, je vais vous montrer en fait des sous-groupes d'enfants avec autisme et anomalies génétiques identifiées. Ah, OK. Non, tu fais OK. C'est ça. Et il y a un OK quelque part. Voilà. Okay. Alors, ça, c'est des petites filles qui avaient un RET. C'est des KL5 qui est lié à l'X, donc stéréotypie très importante, retard sévère, pas de langage. Et on a retrouvé quand même dans la moitié des cas des différenciations d'épaule. Alors ça a l'air de rien, mais maintenant qu'on a des filles avec stéréotypie qui peuvent rentrer cliniquement dans ce cadre-là, dès qu'il y a une différenciation d'épaule, on se pose la question d'un reste.
La mutation TCF4, donc le Pitt-Hopkins, qui est donc une anomalie 18Q2.1.1. C'est des enfants qui ont des troubles autistiques, une hypotonie, un gros retard, pas de langage. Ils ont des mouvements anormaux et surtout, ils ont une hyperventilation. Vers 4-5 ans, vraiment, c'est très, entre guillemets, simple, d'après nos généticiens, à identifier. Parce qu'ils hyperventilent beaucoup, ils peuvent avoir une épilepsie un peu tardive. Et on a retrouvé des anomalies temporales et des petits hippocampes chez 3/4 des patients. Et il y avait vraiment cette différenciation. Donc, c'est pareil, si c'est hyperventile, on y va, on cherche le Pitt-Hopkins. Après, ils ont une dysmorphie un peu caractéristique. Un autre groupe qui était fort intéressant parce qu'on a fait des diagnostics là, sur le scanner, c'est-à-dire c'est des sujets autistes qui avaient une mutation AP1S2. En fait, ces patients se ressemblent énormément. Ils ont une hypotonie dans l'enfance, des retards de marche, des petites têtes, et les enfants autistes avec petites têtes, ce n'est pas si fréquent que ça. Donc ça met un peu la puce à l'oreille. Donc un retard de langage, un retard intellectuel et un autisme dans la moitié des cas. Et il se trouve que nos neurologues, avec tout ça, ont fait une fonction lombaire et il y a une hyperprotéinorachie. Il y a des calcifications qui apparaissent au scanner qui sont extraordinaires. Et on a eu la chance d'avoir un enfant qui est venu au scanner parce qu'il était tombé et qui a eu un scan à l'âge d'1 an. Et en fait, à l'âge de 8 ans, alors qu'il avait donc le retard de marche, tout ça, l'hypotonie, le retard de langage, tout ça, on lui a fait un scanner demandé par les neurologues et on a retrouvé des calcifications. Donc tout de suite, ils ont été lui faire la fonction lombaire. Bref, il était muté à AP1S2. Donc, l'intérêt de faire des IRM à des sous-groupes de patients génétiquement identifiés homogènes, ça nous permet, nous, de comprendre un peu la physiopathologie du gène en question et surtout, en fait, d'orienter pour les nouveaux vers soit un scanner, soit un exome, soit une puce particulière quand on trouve des anomalies à l'IRM qui ont déjà été montrées dans un groupe d'enfants génétiquement déterminé. On parle beaucoup de tout ça avec nos généticiens et nos neurologues. Et finalement, maintenant, l'imagerie, elle est quand même très intégrée donc, à tout ce diagnostic, enfin, que les enfants autistes aient des dysmorphies ou pas, des épilepsies ou pas. Finalement, tout le monde passe à l'IRM et on arrive un peu à distinguer des groupes quand même en imagerie des fois intéressants. Un dernier exemple où l'imagerie peut apporter beaucoup en clinique simple, c'est les déficits en créatine. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça veut dire que depuis qu'on a fait ce travail, tous les enfants maintenant avec retard mental ont une spectroscopie systématique. Et pourtant, ce n'est pas très fréquent d'avoir un déficit en créatine, mais enfin, c'est tellement important de le dépister que ça dure 2 minutes dans la séquence de spectroscopie, donc c'est quand même tout bénéfice. Donc, la spectroscopie, c'est un petit carré qu'on pose dans le cerveau lors de l'IRM, donc 2 minutes sans injection, et ça nous montre 3 pics chez les enfants normaux, typiques. On a le pic de choline ici, le pic de créatine ici, et le pic de N-acétylaspartate. On voit que si le pic de créatine n'existe pas, on a le pic de choline et le pic de Na qui ne bougent pas au niveau des ppm, et c'est très simple à diagnostiquer. On a fait une petite étude sur, mais elle remonte maintenant, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant d'enfants, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Il y avait 12 enfants à l'époque, il y avait un retard mental et un retard des acquisitions, 7 sur 12 avaient des troubles autistiques, 7 sur 12 avaient une épilepsie, et donc on s'est intéressé au déficit en créatine. Et on va voir que c'est important parce que donc il faut 3 gènes, entre guillemets, pour avoir de la créatine dans le cerveau, 2 anomalies, 2 gènes de synthèse qui sont l'AGAT et la GAMT. Donc, on part de l'arginine et on arrive à la créatine. On la synthétise quand on a ces 2 enzymes qui sont liées aux chromosomes 15 et 19. Et ensuite, une fois que la créatine est synthétisée, il faut le transporteur de la créatine qui est lié à l'X pour que la créatine entre dans les cellules du cerveau. Si on n'a pas l'AGAT, la GAMT et le transporteur de la créatine, on n'a pas de créatine dans le cerveau. Et donc, on a fait cette étude et on a montré que quand on avait un déficit en synthèse de la créatine, c'est-à-dire en AGAT et en GAMT, en fait, la spectroscopie montre pas de pic de créatine du tout.
ça ne synthétise pas, donc il n'y a pas de créatine dans le cerveau du tout. Que ce soit des filles ou des garçons, donc ce n'est pas du tout lié à l'X. Par contre, quand c'est un déficit en transporteur de la créatine, chez le garçon, ils ont un seul X, donc il n'y a pas du tout de créatine, c'est comme les déficits de synthèse. Par contre, chez les filles qui ont quand même 2X, on a un pic de créatine à la moitié, grosso modo, du pic de choline. Donc c'est intéressant quand même, toute cette histoire, parce que chez les filles, on peut avoir une synthèse de créatine et en fait, il n'y a que l'IRM qui va montrer ce déficit à la moitié de la créatine dans le cerveau. Donc finalement, chez nous, 8 enfants sur 12 ont été dépistés par la spectroscopie. Il y avait eu 2 déficits de synthèse et 6 déficits en transporteur. On a mis les enfants sous traitement par créatine et on a refait la spectroscopie 6 mois plus tard et 12 mois plus tard. Et donc avant créatine, il n'y a pas du tout. Et après 6 mois, on avait, et même après 12 mois, on avait la créatine qui était montée à la moitié du pic de choline dans le cerveau. Donc après, vous allez me dire, est-ce que ça a amélioré leur comportement, leur épilepsie et tout le reste? En fait, ça dépend vraiment de l'âge à laquelle on dépiste ce déficit en créatine. Et plus ils sont vieux, et moins on a d'action. Alors, sur l'épilepsie, c'est un peu mieux que sur un trouble du comportement. Mais les enfants à 10 ans, s'ils faisaient beaucoup de crises, ils en font beaucoup moins, mais il reste des troubles autistiques, ça c'est sûr. Par contre, si on les dépiste tôt... Le problème, c'est que ça n'a jamais été vraiment sûr qu'elle a les anomalies génétiques du tout. Ah non, les anomalies génétiques, elles n'ont pas trouvé, mais la spectroscopie, elle avait un déficit en créatine. Et on a traité par créatine, ça l'a amélioré. Mais elle n'avait pas vraiment de déficit cognitif. Non, elle n'a pas de déficit. Elle n'avait pas de déficit cognitif. Il y a tellement de spectres après. Ça vous pose un problème de traiter par créatine? Non. Comme ça, enfin, genre, même si on n'a pas forcément objectivé un surdosage en créatine. Ça peut être... Non, mais c'était objectivé par la spectroscopie. C'est juste qu'on ne savait pas quel était le mécanisme derrière. Parce que... Si c'est un mécanisme de transporteur, il faut associer un transporteur. Et pour l'instant, il y a des études chez la souris, mais ça ne marche pas. Enfin, ça va sûrement marcher à un moment donné, mais à l'époque, en tout cas, on n'arrivait pas. Je ne suis pas sûr. Ah, je ne sais pas si ça va marcher. Il y a énormément de thérapies géniques qui sont développées depuis des années. Et pour l'instant, les seules pathologies où ça marche, c'est celles où on arrive à... Il y a une espèce de... Il n'y a pas l'intimité synaptique que l'on a dans un certain nombre de régions. Donc ça marche bien pour le Parkinson, même s'il n'y a pas de thérapie génique pour Parkinson aujourd'hui. Mais le fait de filer de la dopamine comme ça ou de la créatine, ça marche. Parce que tu t'en mets partout. Et par exemple, dans les déficits en cellules purkinées, là, ils ont essayé la même chose avec l'acétylcholine et ça ne change rien au schmilblick parce que l'intimité synaptique est tellement précise. Après, est-ce qu'ils arriveront à faire des vecteurs qui transporteront au bon endroit les gènes machin, ce n'est pas encore totalement maîtrisé. En tout cas, mais ça a donné des résultats dans le cancer. Ah bah voilà. Ça, c'est des études de l'AFM. En France, le financement, c'était beaucoup ça. En tout cas, s'il y a un déficit de synthèse, il y a un traitement. Donc, de toute façon, c'est 2 minutes de séquence machine. Donc, de toute façon, ça vaut le coup. Non, ça vaut le coup. Ça, c'est sûr, ça vaut le coup. Donc là, je vais vous montrer maintenant des enfants qu'on a eus à Necker qui ont eu une régression autistique. Et vous allez voir quand même que le lobe temporal revient toujours, mais vraiment toujours. Et donc, on a eu un petit Mohamed qui était normal jusqu'à 2 ans, enfin normal. Par an, il marchait, il parlait. Et puis, à 2 ans, il y a eu une régression du langage, une régression motrice et des troubles autistiques qui sont apparus. Et on a fait une IRM. Et on a trouvé tout ça. Un hypersignal donc, temporal droit et probablement ici une petite nécrose. On lui a fait une tomographie par émission de positons à l'époque, ça fait longtemps maintenant. Et on a trouvé, comme vous le voyez, un hypodébit temporal, mais beaucoup plus large que ne le voulait sa tumeur. Et en fait, cet enfant a été opéré, c'était un gangliogliome. Alors, il a énormément récupéré. Il avait 2 ans, il avait une tumeur. Il n'avait pas encore abîmé l'autre côté, parce que c'est tout le problème. Après, on retrouve chez les enfants qui ont des anomalies visibles, un hypodébit, puis quand on leur fait des PET plus tard, ils ont un hypodébit bitemporal. Donc, c'est tout le problème de préserver en tout cas l'autre côté. Et cet enfant va
pas mal du tout, c'était une tumeur bénigne et on a bien fait, enfin, c'est pas qu'on a bien fait, c'était de l'oncologie, il a été opéré et a récupéré de ses troubles autistiques. On a eu Émine, à 2 ans et demi, qui a eu un retard de langage, un retard et une absence de langage, sans trouble autistique au départ. À 3 ans et demi, il était de plus en plus agité, il avait des troubles du langage, avec des stéréotypies, une intolérance à la frustration. Il a eu un traitement par Risperdal et il n'a pas eu d'examen complémentaire. Puis à 5 ans, il a eu d'importants troubles du comportement avec des phobies. Et là, on lui a pu lui faire une IRM. Et il avait pareil une tumeur qui était à l'époque gradée comme un oligodendrogliome de bas grade, mais quand même. Et donc, elle s'est lentement infiltrée dans tout le pôle temporal avec cette hypoperfusion, cette fois-ci en ASL. Et il a eu une chirurgie. Arthur, 16 ans, il vient nous voir pour un second avis. Il a été en orthophonie pendant 6 ans, avec retard de langage, pour lequel il a été pris en charge donc, par un pédopsychiatre. Et puis, il a eu un diagnostic de maladie musculaire. Il a été prémédiqué avec Concerta, Depakote, Risperdal, mélatonine, puis des essais. Enfin bref, il avait d'énormes troubles du comportement. Et une épilepsie est arrivée, je dirais entre guillemets heureusement, parce que comme ça, il a pu avoir au moins une IRM. Il a eu un EEG qui a montré des pointes temporales droites et il a été aussi opéré de sa tumeur. Et après, on va réfléchir ensemble parce que là, c'était simple. Il y avait une tumeur, on était dans l'oncologie, on ne demande pas trop le choix à personne en fait. Une boule, on l'enlève et on voit la napate, on voit s'il faut faire de la chimio, de la radio, si c'était bénin. Et finalement, si les troubles du comportement et d'épilepsie s'améliorent, tant mieux, mais au moins, ils ne meurent pas de leur cancer. Là, on va arriver dans une ouverture un peu plus large et un peu plus compliquée, où par exemple, Théo a des troubles envahissants du développement, il marche à 13 mois, il a babillé, il a commencé à dire quelques mots à un âge correct. Et puis, les parents ont eu des premières inquiétudes à l'âge de 2 ans et demi. Et à 6 ans, il était en hôpital de jour de pédopsie avec des troubles autistiques quand même atypiques, avec une AVS, 18 heures par semaine, tout ça. Il a eu l'EEG et un bilan ORL normal. Et puis, il avait une pauvreté du langage et des troubles du comportement. Donc, finalement, une IRM a été demandée à 6 ans. Et on a retrouvé cette anomalie. Et cette anomalie, c'est un hypersignal qui ne prenait pas le contraste. Alors, s'il ne prenait pas le contraste, hypoperfusé, quand même assez étendu, l'hypoperfusion. Donc, voilà. Et finalement, voilà, il ne fait pas d'épilepsie. Il n'a pas, ou s'il a une tumeur, elle est quand même forcément bénigne. On a fait 2 IRM à 6 ans puis à 8 ans. Et donc, cet enfant n'est pas opéré. Il ne le sera pas jusqu'à ce qu'il probablement il ait des crises. Et toute cette histoire, elle est pour moi compliquée, enfin pour tout le monde, je pense. C'est est-ce qu'il faut agir, est-ce qu'il ne faut pas agir? On sait que le lobe temporal, c'est quand même très sensible, on l'a vu. Il y a des enfants qui ont fait des régressions. Lui, il a un autisme. Il est encore petit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc pour l'instant, ça reste en plan. Parce que finalement, si on découvre une tumeur, comme je vous disais, les lésions peuvent être curables chirurgicalement. De toute façon, on ne donne pas le choix à personne et on est dans l'oncologie. Et ça améliore le comportement. Maintenant, si c'est une dysplasie ou une DNT, les tumeurs de embryoplastique non épithéliales qui ne poussent pas, finalement, sans épilepsie, on a du mal à aller les enlever parce qu'on se dit on va opérer une image. Sauf que ces enfants, ils ont quand même des troubles du comportement. Donc, personne n'est très... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas la solution, mais ça pose question. Quand on trouve des images dans le cerveau chez des enfants qui ont des troubles du comportement qui ne vont pas s'améliorer, est-ce qu'il faut intervenir ou pas? En tout cas, ce dont on est sûr, avant de réfléchir tous ensemble, c'est qu'on ne fait plus de scanner en première intention parce que ça irradie les enfants et que ce n'est pas nécessaire. Là, je refais OK. Donc, on fait une IRM. Tous les patients qui ont des troubles autistiques, si c'est possible, ça serait bien qu'ils aient une IRM sans urgence. Le mieux, c'est à 4 ans. Il faut que la maturation du lobe temporal soit terminée. Elle est terminée à 4 ans. Jusqu'à 5 ans et demi, on peut les prémédiquer sans anesthésie générale. Donc, entre 3 ans et demi et 5 ans et demi, ils ont largement le temps de prendre un rendez-vous. Il faut absolument faire des séquences adaptées.
évidemment, en particulier au niveau des pôles temporaux, donc il faut faire des coupes coronales au moins en T2 et en flair. On fait bien sûr un 3D-T1 pour regarder le corps calleux, le cervelet et tout le reste avant qu'on loupe un truc. On fait une spectroscopie et une perfusion cérébrale, ça dure finalement 20-25 minutes. Et on pense que quand même à la sortie de là, il peut y avoir quand même un effet bénéfique. Pas pour tous, hein, il y a 50% où il y aura une IRM strictement normale, on n'apporte rien, il n'y a pas de déficit en créatine, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'anomalie nulle part, mais au moins on est un peu tranquille et on se dit, en tout cas, il n'y a pas de pathologie organique à traiter tout de suite. Et puis après, tout le monde va discuter ensemble et on espère que dans l'avenir, la SL va pouvoir être développée partout, pour voir s'il y a une hypoperfusion temporale, bitemporale, est-ce que si on trouve des anomalies, finalement, le seuil d'hypoperfusion, si on contrôle ces enfants et qu'il diminue, peut-être ça pourrait donner un argument supplémentaire pour une chirurgie, je ne sais pas, ou une TMS, ou je ne sais pas les idées que vous pouvez nous donner. Mais finalement, cette ASL pourrait être en tout cas un marqueur d'une réponse au traitement ou une évolution dans le cerveau, d'un côté comme de l'autre du lobe temporal. Et je pense que c'est quand même toujours important de visualiser ce qui se passe dans le cerveau quand on a des pathologies aussi graves que ça. Moi, j'ai fini, je crois. Je remercie toutes nos équipes et toutes les personnes qui nous font confiance et qui nous... Donc, et Francis, hein.